Monsieur le ministre, avec votre permission, mesdames et messieurs, nous allons entamer la première session de cette conférence, dont j'ai l'honneur d'être modérateur. Et cette première session a pour intitulé Initiative innovante pour la gestion des risques au Niger. Les panélistes de cette session sont au nombre de 4, comme vous pouvez le constater. Donc, nous avons à commencer par les dames. Madame Sonia, qui est l'assistante au niveau de l'agence nigérienne de la société informatique. C'est une experte en télécommunication et qui vient avec une forte expérience africaine, depuis puis dans d'autres pays africains, là où elle a vraiment fait ses preuves. Sonia sera notre panéliste pour apporter son expertise, son expérience à cette conférence. Et après Sonia, donc, nous avons le colonel-major Bako, et c'est le directeur général de la protection civile ici au Niger. Et je pense que il n'est pas inconnu du Nigérien. Je pense que c'est elle qui cumule aussi l'expérience en matière de gestion des risques. Et je pense que, en tout cas, il fait partie de nos pionniers dans donc, la gestion des risques, et surtout les risques qui sont liés aux effets du changement climatique, mais aussi dans les grands centres urbains qui sont en tout cas la substance donc, de cette conférence-là. Après, le troisième panéliste, c'est le professeur Ali Boucho, ancien recteur de l'université André Salifou de Zender. Et il est enseignant-chercheur de renom. C'est un géographe attitré, en tout cas, qui a énormément fait des études sur l'urbanité, on va dire, sur le développement urbain, et qui est avec nous aujourd'hui dans cette belle cité de l'innovation de Satoré pour partager ses expériences sur la gestion des risques. Et Dr Coronet, qui est consultant en transformation numérique, également c'est un jeune leader, on va dire, dans l'innovation et la technologie. Je pense que nous avons vraiment un panel étoffé, donc avec les panélistes qui certainement donc, apporteront leur plus-value à cette première session. Donc, avec votre permission, mesdames et messieurs, et ceux qui nous suivent partout dans le monde, en tout cas, soyez les bienvenus dans cette belle cité de l'innovation de Sadoré au Niger. Je vais commencer peut-être, messieurs, si vous permettez, avec madame, ou plutôt commencer avec le colonel-major. Le colonel-major Bako, vous allez nous présenter, en tout cas, ce que vous avez comme expertise, comme expérience accumulée dans la gestion des risques dans les centres urbains ici au Niger. Je dois dire que chaque panéliste a 10 minutes pour nous faire sa présentation et suivra par la suite, donc, n'est-ce pas, une série de questions, des échanges qui vont faire suite. Colonel-major, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour, et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de restituer au nom de l'équipe qui a fait le travail. Et il s'agit donc, comme vous l'avez compris, de présenter mon expérience ou mon expertise dans le domaine. Il s'agit de présenter un produit qui a été
la production, je vais vous citer les institutions dans un ordre qui n'a aucune, en tout cas, connotation que ce soit. Il s'agit de l'Agence nationale de l'aviation civile, des forces armées nigériennes, de la Direction générale de la protection civile, de l'Agence nationale pour la société de l'information, du projet de gestion des risques catastrophes de développement urbain, de l'Institut national de la géographie du Niger, de l'Université Abdou Moumouni, du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, de la Direction générale de l'aménagement du territoire et d'un certain nombre de superviseurs qui ont travaillé dans les villes chefs-lieux de région de notre pays. En effet, il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que l'information est l'outil même de tout le temps qui a permis aux autorités de prendre les décisions pour pouvoir régler un problème. Cette fois-ci, à travers le projet PGRCDU, un financement a été mis à disposition, des moyens ont été donc réalisés, des drones et des aéronefs ont été mis en œuvre pour produire une cartographie et fixer donc les images des villes, des 8 villes chefs-lieux des régions de notre pays. Et cette aide à la décision est très très importante parce qu'elle donne l'information sur la physionomie de nos villes. Chacun, dans son travail au quotidien, va se servir de cette cartographie pour pouvoir tirer les conclusions quant à comment nos villes sont-elles vulnérables, comment faut-il améliorer ou bien comment peut-il en fait planifier la progression de nos villes. Donc sans tarder, ça va être sous forme de diapositives cartographiques, mais avec quand même un œil de protection civile pour ces images-là. Je répète que chacun d'entre vous, à travers l'image, il a un centre d'intérêt qui lui permet d'interpréter ces images-là. Donc, ce que je vais me permettre, c'est de vous demander d'accepter l'interprétation qui est faite d'un œil d'acteur de protection civile que je suis. Alors, la diapo, je ne la vois pas. Voilà. Donc, voyez-vous ici, nous sommes à Niamey. Vous avez régulièrement des petits commentaires écrits en rouge sur fond jaune. Ça, c'est la digue de la protection de la ville de Niamey du côté de la Mordée. Voyez-vous, cette digue-là, elle est quand même une espèce de dispositif étanche qui permet à l'eau d'être contenue dans le cours de la rivière et ne pas donc avoir un impact sur les infrastructures. Ici, il s'agit d'un quartier qu'on appelle Qatar. Qatar, c'est lorsque vous quittez la Nigélec, vous remontez vers la francophonie, à gauche, vous avez tout un quartier. Pour ceux qui connaissent, on appelle ça arriéré contre parcelle. C'est-à-dire que des fonctionnaires ont réussi en compensation des arriérés des salaires des parcelles qui malheureusement sont en zone inondable. Et ces gens-là, aujourd'hui, même au mois d'avril où il fait chaud, où c'est sec, ils ne peuvent pas vendre leur maison avec de la valeur. Ça, c'est mon point de vue de protection civile. Et là, voici un autre quartier qui s'appelle Kouarategui. Kouarategui, vous voyez, du niveau de la gendarmerie, vous regardez côté gauche, vous avez des ravins qui sont là avec une érosion hydrique. Nous avons tiré ça d'une image qui a été réalisée il y a quelques années. Et vous avez donc des populations nigériennes qui ont englouti leurs revenus. Regardez ici. Malheureusement, je n'ai pas le moyen de zoomer. Mais vous voyez, au lieu d'avoir des routes, vous avez des coris qui sont là, qui sont en train d'emporter les maisons des gens. Je vous assure que ce sont des réalités de Niamey. Et moi, je peux vous transporter à ces endroits-là. Diapo suivante, c'est toujours le même quartier. Voyez-vous, ça c'est Niamey. C'est l'outil. Hein? Alors ici, un autre phénomène. Ces marchés s'appellent Dolé. Pourquoi Dolé? Parce qu'on a obligé les gens à partir. Les originaires de ces marchés, c'était les anciens occupants du marché, du petit marché qui a brûlé en 2012. Ils sont passés à Djamagé. De Djamagé, ils ont été transférés à cet endroit-là. Nous, en tant que pompiers, on dit que le problème a été transféré ailleurs. Parce que ces gens, il n'y a aucun moyen de les secourir. Il n'y a même pas l'accès. Ils ne sont pas plus d'une caserne de sapeurs-pompiers et la structure du marché fait que le jour où il y a un incendie, ces gens vont tout perdre. Comme ceux qui ont tout perdu au niveau du petit marché en 2012.
C'est le même marché vu sous un autre angle. Vous voyez, il y a une cour d'école là, et à votre droite. Ça, ce n'est pas une solution. On a transféré le problème dans un autre quartier. Ça, c'est toujours, là, c'est le quartier Katako. Alors, Katako, c'était un ancien titre foncier du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons étudié ces marchés dans sa réorganisation. Il est passé en lecture à la Direction générale de la protection civile en 2006, 3 fois. Et vous avez tout autour du lycée Kassé. En tout cas, il y a 3 établissements qui sont envahis. On ne sait pas si les enfants ils vont aller à Katako pour faire du commerce ou s'ils vont pouvoir suivre les cours correctement. Ça, c'est les infrastructures marchandes. Un autre marché, Dar es Salaam. Vous voyez, le marché de Dar es Salaam. C'est le même problème. C'est pour vous dire que ces gens, ils sont là, s'il y a un problème, ils vont tout perdre. Je vous assure. Moi, en tant que pompier, chaque fois que je passe là-bas, je ne sais pas comment me comporter. Ici, on a un autre phénomène. C'est une ancienne carrière à Koubia, de la zone où on a installé la station de traitement des boues de vidange. Ce que vous voyez en blanc à côté de la zone verdâtre là, c'est une carrière en fait. Toute la zone là, on aurait pu en faire un étang, amener de l'eau, faire des promenades pour que nos populations puissent vraiment faire du sport que d'aller courir sur du terrain au niveau du stade général Sénikounché tous les soirs. C'est la même zone qui est là, qui a agrandi. C'est-à-dire que nos villes évoluent, elles viennent engloutir les anciennes carrières. Et là, il y a un enjeu. Ces carrières, il y en a qui sont tentés de les acheter pour les combler avec des déchets et faire des maisons qui n'ont aucune fondation. Ici, nous avons le même phénomène de la cohabitation entre les zones à risque d'effondrement et des mares des anciennes carrières et certains villages. Cette zone, je pense que c'est la zone de Saga, je ne vois pas très bien, c'est Saga. La même chose, il y a une grande mare à Saga. Quand elle s'est remplie, elle menace d'emporter tous les quartiers qui sont en amont, aller vers le fleuve. Voilà la même zone à Saga toujours. Vous voyez, ici, on appelle ça ceinture verte. Hein? Elle est un peu verte, hein? Mais juste un peu. Parce que les zones de Niamey qui sont bâties, vous avez planté vos arbres sont plus vertes que ces zones-là. Là, c'est vraiment une ceinture verte. Voilà. À côté de l'ancien hôtel Sapkala, c'est la même chose. Alors ici, nous sommes dans une zone de concentration d'habitation en milieu urbain. Hein? C'est le quartier Gamkale. Gamkale est un village au cœur de Niamey qu'on ne peut pas restructurer. On n'arrive pas à convaincre les gens de sortir de là. Vous voyez, ça c'est le même phénomène. Alors, ça c'est le quartier Pays-Bas. Hein? En fait, merci. Merci. C'est pour vous dire que, juste sur la base d'interprétation des images de Niamey, voici ce qu'il en ressort. Et nous avons cette cartographie sur les 8 régions du pays, sauf DIFA bien sûr, qu'on n'a pas pu faire. Donc voilà un peu. Ces documents sont disponibles. Messieurs les autorités et des différents gouvernements, et des autorités municipales, les acteurs, en tout cas, de la planification urbaine, ainsi les uns et les autres. Ces images sont disponibles. Elles sont pour vous, elles sont à votre disposition, elles sont à la Direction générale de la protection civile. C'est pour l'État du Niger. Je pense que je ne suis pas en dépassement de temps. Je vous remercie de votre attention. Merci, colonel-major, pour cette présentation sur la situation de Niamey, notre capitale. En tout cas, à travers cette présentation, on s'en convainc facilement de l'évolution de la vie, mais une évolution, en tout cas, qui est sous forte menace en ce qui concerne donc tous les phénomènes d'inondation, mais également même la productivité qu'il y a, en tout cas, dans la gestion qui doit être la nôtre, une gestion durable. Je pense que beaucoup de questions se posent à travers cette présentation-là. Ce n'est que, n'est-ce pas, ce n'est que le début. Et nous allons passer à la présentation du professeur Ali Moutio. Et cette présentation va concerner cette présentation effectivement va concerner la cartographie thématique de nos vies. C'est un instrument qui est très important pour avoir une
bonne visibilité, en tout cas, de la répartition spatiale, en tout cas, que ce soit des habitations, mais également de l'occupation que font les populations. Professeur, vous avez 10 minutes pour nous faire votre présentation. Merci. Merci beaucoup. Je vais aller directement au but. Nous avons eu mandat de collecter des informations sur les villes, notamment 5 villes du Niger, Niamey, Tillabéri, Dosso, Tawa et Maradi, où nous avons identifié et géoréférencé les équipements urbains. Et ça a bougé? Non. Donc, c'était ça l'objectif qui nous a été donné. Et pour ça, avant de commencer, nous avons identifié un certain nombre d'acteurs qu'on nous a dit, notamment les villes, mais aussi des structures de l'État, telles que la Direction générale de la protection civile, le ministère en charge de la gestion des risques et catastrophes, le ministère de l'urbanisme, etc. Donc 14 structures, y compris les villes, les 5 villes, à qui nous avons posé la question, quelles sont leurs préoccupations vis-à-vis de notre centre d'intérêt. Et c'est ainsi que, à partir des données, de leurs besoins, nous avons élaboré un questionnaire. Vous pouvez avancer, là. Comme on a un décalage entre, n'est-ce pas, le passage des différentes diapositives, ici sur le tableau, donc on ne vous suit pas un peu. Hein. Voilà, donc vous devez aller avancer encore. Le temps, c'est la technique, hein, ça arrive. Avancez devant. Avec la flèche, encore. Je crois que oui, ça ne touche pas ici sur... Merci. Fermez les anciennes présentations. Fermez les présentations passées. C'est un décalage entre le passage à l'ordi et le passage sur l'écran. Donc, voilà, je crois que maintenant, ça va revenir. Déjà, fermer la mienne, ça va. Essayez avec votre... pour faire défiler. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est clair, on ne peut pas se gourer à la Cité de l'innovation, ça c'est clair. Merci bien. Professeur, donc vous pouvez continuer. Nous sommes sur l'objectif, et l'objectif de l'étude, c'est 2 objectifs en réalité spécifiques, la collecte des données et deuxièmement la formation. Pour cela, nous avons, comme je disais, vous voyez là, on a une photo qui montre la réunion qu'on a eue avec la ville de Niamey, avec tous les techniciens qui nous ont exprimé leurs besoins en cartographie. Et par la suite, les autres services jusqu'à la Seine, la Nigélec, etc. À partir de ces données que nous avons agrégées, nous avons tiré un questionnaire. Et quand on regarde le questionnaire, il commence d'abord par l'identification de la ville. Quand vous identifiez, par exemple ici, on voit bien que si j'appuie sur, on appuie juste sur Maradi, j'ai les arrondissements communaux de la ville de Maradi. Et après, j'appuie par exemple sur les thèmes. On a 13 thèmes, parmi lesquels, par exemple, j'appuie sur la santé. Et quand j'appuie sur la santé, vous voyez bien de l'autre côté, nous avons les équipements sanitaires qui sont recensés.
Donc, lorsque vous arrivez devant la PMI de Gamkale, vous appuyez là-dessus. C'est un CSI de type 1. Donc, vous appuyez et les informations sont prises qu'il s'agit d'un CSI et vous marquez le nom du CSI. Après, quand vous avez fini de remplir le CSI, maintenant vous allez prendre les coordonnées géographiques. Et tout cela se fait avec un téléphone portable. Et la précaution que nous prenons, on dit il faut que la précision soit au minimum de 4-5 mètres, sinon même 2 mètres, c'est possible. Donc il faut être dans un terrain un peu dégagé et être devant la porte de l'infrastructure ou de l'équipement. Donc c'est ainsi que nous avons pris les coordonnées de tous les équipements urbains qu'il y a dans les 5 villes. À Niamey, par exemple, c'est près de 8000 points que nous avons identifiés et géoréférencés. À Maradi, c'est 1930 points que nous avons aussi identifiés et, voilà, et cartographiés. Avant de faire la cartographie, nous avons formé nos étudiants, parce que j'ai une licence professionnelle en gestion de l'information. C'est ce travail qu'ils font habituellement. Donc, leur formation a été beaucoup plus facilitée. Et voilà, pour la ville de Niamey, tous les points qui ont été géoréférencés. Ça ne semble à rien, on voit des points, mais ces points, nous les avons aussi retravaillés. Par exemple, là, j'ai tous ces points qui sont classés selon les thèmes. Il y en a 8000. Et après, nous avons formé les institutions, notamment les mairies. Ici, c'est la ville de Niamey. On les a formés à la prise en main de cet outil de collecte d'informations. On a fait la même chose dans les 5 villes. Ici, c'est les techniques d'enquête. Là, c'est la cartographie. Cette formation a été effectuée. Et par la suite, à partir de la première carte, si nous tirons le thème santé, j'ai tous les équipements de santé qui sont là. Donc, ils sont cartographiés ici. Je peux maintenant encore redescendre en termes de cartographie thématique pour dire que ce qui m'intéresse, c'est juste les pharmacies. La carte sortira automatiquement. Et j'aurai toutes les pharmacies de la ville de Niamey. Si ce sont les dépôts pharmaceutiques de Maradi, je les aurai aussi. Si ce sont les centres de santé de type 1, CSI de type 1, comme on dit, je les aurai. Donc ça permet de savoir est-ce que l'équipement se trouve bien situé, comme l'a dit le colonel Bako tout à l'heure. Chaque acteur pourra faire son interprétation à partir de cette cartographie que nous avons sortie. Et nous attendons, parce qu'il y a un autre groupe qui a fait la prise de vue par drone, qui est beaucoup plus précis que l'image satellite que nous avons utilisée, sur lequel nous pouvons encore reprojeter nos données. C'est d'une facilité pour nous. Dès que nous avons les images, nous pouvons reprojeter dedans. Et les zones inondables qui ont été identifiées, on verra que les équipements et infrastructures qui sont dans ces zones, on pourra les identifier facilement. Donc ça permet de prendre des dispositions, de prévenir plutôt que de chercher la guérison. Voilà en gros le travail qui nous a été demandé et ce travail a été fait totalement. Je vous remercie. Merci, professeur. Nous rajoutons un autre instrument ici, en tout cas dans ce panel. Nous avons des cartes qui ont été établies sur la base des 5 centres urbains ici pris en compte dans le plan de sécurité de l'État. Ici, l'intérêt, c'est de voir comment les instruments doivent se compléter quand on veut vers la compréhension, l'appréhension des risques. On veut vers la recherche de solutions pour lutter contre ces risques-là. Bien sûr, il faut vraiment se fier. Et je pense que cette présentation nous
nous a montré quelle est l'importance de la cartographie. Une cartographie avec un répertoire des points saillants, des points importants socio-économiques, même en cas, n'est-ce pas, donc d'inondation. C'est une cartographie libre. Hein. Voilà, donc, mais qui peut être appropriée par tous les acteurs. Donc, il y a aussi, n'est-ce pas, cette démocratisation des instruments et des outils donc, de la gestion des risques qui est en tout cas faite par l'étude dont le professeur Mouto nous a fait la présentation. Merci, professeur. Et donc, le troisième panéliste, docteur Coroné. Ok, bon, tu as été gentleman là. Ok, donc la troisième panéliste sera Madame Sonia. Et elle va donc nous présenter sur un projet académique de drone. Vous savez qu'on est fiers ici au Niger quand même de dire que nous sommes une référence en matière d'usage de cet instrument de haute technologie. Et nous avons un Nigérien en tout cas reconnu mondialement. Okay. Et bien sûr, donc, à travers aussi cette diversité de l'innovation de Sadoré, on peut être fier par rapport donc, je dirais, aux droits d'auteur que nous avons par rapport à cette technologie. Le Niger a quelque chose à partager, c'est surtout donc, cette technologie sur les drones, avec tous ceux qui l'accompagnent en termes d'informatique, de communication et d'autres technologies dont je ne peux pas vous les citer ici. Madame Sonia, s'il vous plaît, vous avez 10 minutes donc, pour nous donner la connaissance de votre présentation. Merci. Oui, merci monsieur le modérateur. Je suis très contente de passer après mes deux collègues de la protection civile et de l'université parce que la présentation que je vais faire parle un peu de renforcement de capacité de préparer le Niger à acquérir les compétences justement pour répondre aux défis qui ont été montrés à travers les présentations précédentes. Alors, premièrement, je tiens à signaler que ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Niger 2.0, plus spécifiquement la mise en œuvre du pilier sur la cité de l'innovation qui consiste à en faire un hub technologique qui sont des technologies qui sont pertinentes pour le Niger pour tacler les différents défis humanitaires et de développement qui peuvent être présents ici au Niger. Donc, oui, cette cité de l'innovation compte fournir aux jeunes et aux Nigériens en général les compétences indispensables dans ce 21e siècle. Et aussi, à travers les activités qui s'y déroulent, cela permet de renforcer l'écosystème qui est déjà existant dans différents secteurs, mais aussi encourager de nouvelles initiatives et de synergies pour faire émerger de nouvelles idées pour contribuer au développement. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, le drone a été identifié par l'ANSSI comme un outil qui peut être utilisé pour la cartographie. Le professeur en parlait tout à l'heure. Il peut être utilisé pour avoir des images haute définition, mais aussi on peut l'utiliser dans des applications de livraison dans des endroits difficilement accessibles pour les vaccins ou des médicaments qui peuvent être livrés à des endroits qui sont difficilement accessibles. Le drone peut effectivement aider à atteindre plus rapidement ces endroits. Une autre application que je voudrais citer ici, qui peut être utile au Niger, c'est le domaine de l'agriculture, où on peut imaginer l'utilisation des drones dans la surveillance des grands espaces, des grands champs
qui je pense, parfois sont faits par qui requièrent des mains d'œuvre et engendrent beaucoup de coûts, le drone peut être une solution pour réduire ces coûts. Mais aussi la pulvérisation, il y a des applications qui sont faites pour pulvériser les champs en intrants ou en produits phytosanitaires. Il y a beaucoup d'autres applications, mais j'ai préféré en présenter ici. Il y a notamment beaucoup d'applications dans la gestion de catastrophes. Le professeur en parlait tout à l'heure. Alors, l'ANSSI, après avoir sélectionné cette technologie, a noué des partenariats avec différents partenaires. Au Niger, c'est comme une mise à l'échelle parce qu'il y a un projet similaire qui avait commencé en 2020 au Malawi, en partenariat notamment avec l'UNICEF et 2 universités américaines. Les formations sont sous 2 formats et c'est des cours accélérés et très intensifs sur à peu près 10 mois. Les 5 premières semaines, il y a beaucoup de théories sur la cartographie, la physique du drone, mais aussi tout ce qui est attrait à la portance, à l'aviation. Et ça dure 5 semaines et c'est fait en ligne. Et c'est des cours qui sont disponibles et mis à disposition par des universités américaines. Ensuite, il y a une deuxième partie sur à peu près 5 semaines également, qui se fait sur site. Et là, on touche au sujet de pilotage de drones, d'acquisition de données, d'analyse, etc. Je ne vois pas bien le 3e point, mais oui, ce qui est à signaler, c'est qu'au départ, quand le projet a commencé, les cours étaient disponibles. Le Malawi, c'est un pays anglophone. Les cours avaient été développés en langue anglaise, mais sous l'impulsion de l'ANSSI et à l'intérêt que l'ANSSI et le Niger portaient sur ce projet, les cours sont maintenant disponibles depuis quelques mois en français. Voilà. Oui, comme je le disais, il y a des formations sur 5 semaines qui se passent en ligne et qui touchent différents sujets allant de la cartographie, la prise en main de logiciels de cartographie, des open source, mais aussi des logiciels sous licence. Il y a aussi des conceptions des maquettes de Glider, c'est une sorte de drone. Là, c'est pour vraiment travailler tout ce qui est physique dans la conception pour voir comment ça réagit en fonction des paramètres qu'on met dans la conception. Mais c'est vraiment là des maquettes qui sont faites. Il y a aussi des thèmes de oui, les applications avancées pour l'agriculture, l'hydrologie, etc. Et ça se passe sur 5 semaines. Ensuite, il y a la formation sur site. Actuellement, elle se fait au Malawi parce que nous n'avons pas encore un site totalement opérationnel ici au Niger. Il y a 5 Nigériens qui ont déjà participé à la formation là-bas et ont acquis des licences de pilotage et de données, d'analyse de données dans ce domaine. Là, c'est des cours de pilotage comme c'est marqué qui sont donnés. Oui, on touche aussi au sujet de l'électronique embarquée du drone. Et on fait aussi de l'assemblage, d'assemblage de drones. On regarde un peu tout ce qui se passe et comment ça réagit. Voilà. En termes de conclusion, je voulais présenter un peu le bilan, là où on en est, ce qui a déjà été fait et quelles sont les perspectives. Oui, comme je l'ai dit, on a déjà des Nigériens qui ont déjà suivi des formations en ligne. Environ 40 Nigériens ont déjà suivi la première partie de la formation et on peut, avec succès, et on a à peu près un pourcentage de 30% de femmes. Ensuite, il y a 5 Nigériens, comme je le disais, qui ont participé sur site au Malawi et ont obtenu avec succès le niveau 2 de pilotage. Là, actuellement, depuis 2 ans à peu près, on travaille aussi sur la mise en place
cette académie et la mise en place du site où on peut passer la certification la certification sur place. C'est bien avancé et on espère pouvoir avoir ça bientôt. Et entre-temps, pour l'année prochaine, 3 cohortes de 12 Nigérians au moins sont en cours de planification. Ces chiffres peuvent varier, mais c'est une planification qui est actuellement faite comme ça. Je vous remercie. J'espère que j'ai pas beaucoup dépassé. Merci beaucoup. Merci. Donc, graduellement, vous voyez comment ça évolue et comment on se prépare, comment on s'adapte à ces différents risques-là, à partir des centres urbains jusqu'au l'usage et le recours aux drones. Je pense que, Madame Sonia, vous avez partagé quelque chose qui paraît, en tout cas, quelque chose de, je dirais, d'extraterrestre. Les drones, en tout cas, on les aperçoit comme des outils qui sont pas du tout, n'est-ce pas, accessibles pour le commun. Mais on voit bien, de par l'importance, que ce sont des outils qui peuvent s'adapter à toutes les situations, n'est-ce pas, à toutes les situations et surtout celles liées aux risques et catastrophes. Je pense que le Niger déjà peut s'en réjouir donc de l'avancée et des avantages qu'il a par rapport donc à cette technologie. C'est une technologie qui s'adapte à pas mal donc de secteurs, à commencer par l'agriculture, mais surtout aussi donc comme instrument outil qui peut aller dans la prévention, mais également la gestion des risques. Et en termes d'opportunités, le Niger est en train déjà donc de mettre en place une académie de drones. Et là, on peut également s'en réjouir et c'est une information capitale qu'on peut partager avec le reste du monde par rapport donc à cet avantage que le Niger a. Et également, nous avons en termes de perspectives la possibilité donc de se former, en tout cas sur cet instrument-là, sur ce métier-là, parce que on voit bien la place donc des drones dans la gestion des risques dont nous sommes appelés et obligés à faire avec. Madame Sonia, merci beaucoup pour cette présentation. Vous nous avez mis vraiment, je dirais, vous nous avez placé plus haut. On est parti donc de la cartographie donc à l'instrument drone. Et ça, je pense que ça montre la flexibilité et surtout donc tout ce qu'il y a en termes d'instruments multi-usages qu'on peut faire recours dans la gestion des risques. Merci. Et le dernier panéliste, le gentleman Dr Coronet, va nous faire sa présentation sur... Allez, je ne trouve pas ton... C'est sorti. Alors, donc, c'est un projet, Mon École Niger. Je pense que c'est une étude de la cartographie, n'est-ce pas, des écoles au Niger. Je pense que le thème est très pertinent. Si on veut aller vers la gestion des risques, il faut vraiment commencer par savoir d'abord c'est quoi les risques. Et pour savoir c'est quoi les risques, il faut aller à l'école, je pense. Il faut aller apprendre. Donc, connaître les écoles, c'est connaître la base à partir de laquelle on va apprendre, on va, n'est-ce pas, et avoir des connaissances. Et c'est comme cela qu'on peut aller avec des outils, des connaissances dans la gestion des risques. Docteur Coronet, vous avez 10 minutes donc, pour votre présentation. Merci. Bien, merci Docteur Monzo. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'honneur me revient de vous présenter l'initiative Trouve mon école, je l'ai dit, qui consiste à cartographier l'ensemble des écoles du Niger. J'entends par école tout établissement d'enseignement supérieur public ou même professionnel. Alors, le contexte de cette étude, bien évidemment, je commence par la politique la politique de déclaration générale du gouvernement qui a inscrit en fait l'éducation en première ligne de ses priorités. Cet outil aujourd'hui à disposition d'enseignement
permet justement de mieux cadrer, excusez-moi, de mieux cadrer les activités et d'avoir un outil d'aide à la décision efficace qui permettra en temps réel de prendre des décisions efficaces les problèmes auxquels les écoles nigériennes font face. Le deuxième contexte, c'est un contexte international qui est visé par ce qu'on appelle l'initiative. L'initiative GIGA, en fait, c'est une initiative qui consiste à déjà cartographier les différents établissements, mais surtout, en fait, de donner de la connaissance aux enfants à travers la connexion Internet. Bien évidemment, quelqu'un qui dispose d'un réseau Internet, ça veut dire qu'il a accès à une connaissance mondialisée, plutôt que quelqu'un qui est isolé dans une école, dans un environnement cloisonné, bien déterminé. C'est ça l'objectif de cette initiative qui trouve justement écho par rapport à la politique du gouvernement du Niger qui consiste justement à améliorer les conditions d'apprentissage, à donner des compétences aux jeunes, mais surtout à créer de l'employabilité aussi pour ces jeunes-là. Donc de ce fait, l'objectif ici du projet, le premier élément, c'est déjà de savoir dans un temps géographique, dans un espace bien déterminé, où se trouvent les différents établissements au Niger. En déterminant la position géographique précise de ces établissements, on va aussi savoir est-ce qu'ils disposent ou pas de connexion Internet pour pouvoir atteindre les objectifs du projet GIGA. Mais au-delà justement de cet objectif de connectivité, dans la réalisation de ce projet qui a été supervisé par l'ANSSI et mis en œuvre par un projet expertarium, un cabinet expertarium financé par l'UNICEF, on a réfléchi et rajouté des indicateurs supplémentaires durant l'enquête. Ces indicateurs ne sont pas des moindres. Par exemple, l'un des premiers indicateurs, c'était de savoir déjà est-ce que l'école est électrifiée ou pas. Deuxième indicateur, est-ce que l'établissement dispose d'un point d'eau et de latrines, condition vraiment importante pour le maintien de la jeune fille à l'école, par exemple. Est-ce que ces établissements, par exemple, sont construits en matériaux définitifs ou en paillotes? Si je reviens un peu en arrière, nous avons vécu il y a de cela presque 2 ans un drame au Niger où on a un certain nombre d'enfants qui ont péri dans une classe en paillotes. Avec ce type d'outil, en un clic, on peut savoir exactement sur l'ensemble du territoire national combien d'écoles on a en paillotes. Et cela veut dire que le gouvernement en temps réel peut engager, d'ailleurs la politique zéro classe en paillotes est engagée. Et ces genres d'outils permettent justement de connaître l'état réel de l'école nigérienne et d'apporter des solutions de manière très efficace. Donc voilà les différents éléments qui ont été recherchés. Au niveau de la méthodologie, bien évidemment, on a une cellule nationale qui a coordonné toutes les activités. Ensuite, dans cette cellule centrale, vous avez les ministères sectoriels justement de l'éducation avec l'ANSSI et le bailleur qui a soutenu l'activité. Ensuite, vous allez avoir un centre de traitement de données qui est le cœur justement de cette activité qui a été mise en œuvre. Parce que c'est là où vous avez tous les traitements, validation et contrôle qualité des données qui a été fait aussi sous la supervision de l'ANSSI. Ensuite, vous avez un niveau déconcentré au niveau régional parce que l'enquête a touché toutes les régions du Niger pour, au terme, aboutir à l'identification de 18 210 établissements tels que fournis dans les listes de l'éducation nationale et des autres ministères sectoriels. Pour la mise en œuvre de ce projet, donc le cabinet chargé de l'étude a conçu une application mobile, vu qu'on est dans la technologie, une application mobile simple, intuitive, pour identifier efficacement les écoles. L'application vous permet de vous connecter avec un mot de passe où chaque enquêteur, donc plus de 1000 jeunes ont été utilisés à cet effet. Chacun se connecte et une fois connecté, il va avoir la possibilité justement en temps réel d'avoir sa position géographique avec les latitudes et les longitudes qui va déterminer. Pour éviter la marge d'erreur, ce calcul se fait automatiquement et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, quand vous avez un cercle rouge, ça veut dire que le signal n'est pas suffisamment bon et l'application va vous demander de vous mettre dans une position où vous avez un signal de très bonne qualité inférieur à 20 mètres, sinon vous ne pourrez pas enregistrer l'école. Donc, après avoir obtenu un bon signal, il renseigne directement les différents indicateurs dans l'application et par la suite, il envoie les données et en même temps, au niveau du centre de traitement de données, ces informations sont reçues et traitées. Sur cet exemple-là, vous voyez quand on a une
une précision en dessous de 20 mètres, 25 mètres, on a le cercle qui devient vert et donc là, le bouton qui vous permet d'enregistrer l'école s'active. Donc cela permet de garantir une certaine qualité dans les données qui ont été recueillies. Alors, à chaque fois qu'une école est enregistrée, en temps réel, sur la carte au niveau des informaticiens, quand les données sont validées, on a un spot qui va apparaître sur la carte. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, cette activité, au-delà de géolocaliser des établissements, permet également de connaître aujourd'hui la position de pratiquement tous les villages, les villes où on a une école qui est implémentée. Donc, ça apporte énormément de données. L'un des avantages principaux également, c'est que l'outil qui a été mis en œuvre, conçu pour cette activité, est Internet free. Ça veut dire que c'est un outil en fait qui fonctionne sans connexion. L'agent peut partir en brousse avec, faire toute la journée ou même toute la semaine en train de travailler et les données ne seront collectées, par exemple, au niveau du centre de traitement qu'une fois le réseau retrouvé. Donc, ça permet d'être efficace une fois de plus, de ne pas perdre beaucoup de temps dans l'enquête. Tout le processus, une fois l'enquêteur sur le terrain, ne dépasse pas 5 à 10 minutes maximum. Donc, ça a permis de géolocaliser, je vous donne le résultat tout à l'heure, un certain nombre d'écoles dans un temps très, très, très bref. Alors, ensuite, là, ce qui se passe dans le centre de traitement de données, chaque école, elle est notifiée par ses coordonnées et par son nom. Quand une école n'est pas encore visitée par un agent, vous voyez bien que le statut est mis en attente, école en attente de géolocalisation. Quand les données de l'enquêteur sont envoyées, donc où l'agent enquêteur est parti sur l'école et a envoyé les coordonnées ne sont pas directement validées. Ils vont d'abord subir un contrôle qualité pour s'assurer est-ce que réellement il y a une école à cette position-là. Et ce n'est qu'après vérification que vous avez la vignette verte approuvée qui permet de confirmer qu'on a la position d'une école et cette école est automatiquement répertoriée sur la carte du Niger. Donc voilà pour ce qui est du processus. À la fin, pour les résultats, nous avons ici 16 193 écoles qui ont été géolocalisées en moins de 4 mois sur l'ensemble de l'échelle du territoire national. Vous avez ici les différents spots qui vous donnent les concentrations des écoles dans les différentes villes. Et quand vous zoomez sur un spot, voilà ce que vous allez trouver. Vous allez toujours avoir le nom de l'école, latitude et longitude qui vous permettent d'avoir la position géographique précise. Vous allez avoir la région, vous allez avoir la commune, vous allez savoir est-ce qu'il y a de l'eau dans cet établissement, oui ou non. Est-ce qu'il y a des latrines? Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Vous allez également savoir est-ce qu'il y a de l'électricité dans cette école-là, est-ce qu'il y a de l'Internet, ou comment est-ce que cette école a été construite. Est-ce en matériaux définitifs, ce sont des briques, c'est de la paillote, etc., etc. Donc, comme je vous ai dit, en fait, c'est un outil important d'aide à la décision qui a été mis en œuvre et aujourd'hui qui est disponible et consultable à cette adresse. Vous pouvez tout de suite aller voir. Vous avez un module de recherche où vous pouvez chercher n'importe quelle école dont vous connaissez l'existence sur le territoire national. Il se pourrait que vous cherchiez et si vous ne trouvez pas l'école, il se pourrait que cette école que vous n'avez pas trouvée fait partie d'une zone d'insécurité où les enquêteurs n'ont pas eu droit d'accès. À titre d'information, rien que dans la région de Tillabéri, les dernières enquêtes de l'OCHA et du ministère en charge de l'enseignement ont montré effectivement qu'il y a, je pense, 984 établissements qui ont été fermés. Donc, ça fait partie des lots d'établissements que vous n'allez pas trouver dans cet outil. Mais sinon, tous les autres, vous allez les retrouver. Donc, voilà un peu aussi par rapport, en plus des coordonnées de tout ce qu'on a dit, on a constitué une banque d'images qui nous permet d'apprécier effectivement le relief de l'école nigérienne à travers les différentes architectures. Bien évidemment, on a des écoles en matériaux définitifs, en bonne et due forme, très bien, mais aussi on a des écoles qui sont vraiment précaires, qu'il va falloir renforcer. On me donne un carton rouge de l'autre côté, donc je vais finir très rapidement. Je vous ai dit que c'est une initiative mondiale, internationale. Et ici, vous avez le continent africain par rapport à cette initiative qui a pour objectif de géolocaliser plus de 6 millions d'écoles. Aujourd'hui, ils sont à 2 100 000 et là, le Niger a beaucoup contribué parce que si vous regardez la carte d'Afrique, le Niger est en bleu. Ça veut dire que le Niger, effectivement, a fini le travail et actuellement, il y a juste des indicateurs supplémentaires tels que l'effectif
le nombre d'enseignants par étudiant, etc., qui vont être faits. Et cela va rajouter justement l'utilité de cet outil-là. Donc ça, c'est la carte qui est représentée à l'international pour le Niger, où les points rouges représentent, chaque spot représente une école, et les spots verts représentent les écoles connectées qui sont au nombre de 360 exactement parmi les 16 193. Donc ça veut dire que beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de travail sera fait d'un point de vue de connectivité, et ça fait partie des objectifs du projet Giga. Donc, le premier point, les objectifs qui sont en vert ont déjà été mis en évidence. Il y a un deuxième lot d'indicateurs, justement, aussi important que le premier, comme les effectifs, comme je venais de le dire, qui est important à déterminer. Et aussi, il y a un pan important qui est en train d'être mis en œuvre, c'est la géolocalisation des écoles coraniques. Et vu le contexte actuel d'insécurité et de terrorisme, le fait également de contrôler ces écoles qui sont également des établissements d'enseignement permettra à l'État de savoir ce qui se passe exactement dans ces écoles-là et de contrôler également leur propagation à travers le pays. Donc voilà, entre autres, ce que je voulais vous présenter pour le projet Trouve mon école. Je vous remercie. Merci, Dr Coronet. En tout cas, je pense qu'on a été très bien servi de techniques d'outils en outils, d'outils classiques dont on connaît et qui ont évolué vers des nouveaux outils plus adaptés au contexte. Nous sommes passés à des technologies performantes, robustes avec les drones. Nous sommes finalement donc maintenant arrivés au niveau de la géolocalisation pour toucher vraiment un pan important qui est à la base donc de toutes les connaissances qui peuvent nous permettre de conduire une gestion rationnelle, performante des risques. C'est aussi un outil d'aide à la décision, tous les outils qui nous ont été présentés ici. Ce sont des outils aussi de prospection en termes donc de l'anticipation qu'on peut faire par rapport aux risques, tout en sachant où est-ce que tel ou tel élément est situé et quelle est sa situation réelle. Monsieur le panéliste, merci beaucoup pour ces différentes présentations. Je pense que ce sont des présentations qui se complètent, mais qui en même temps montrent l'évolution et l'adaptation qu'on doit apporter dans ce que nous avons comme situation des risques qui est une réalité. Donc, je pense que la multiplicité de ces instruments, de ces outils, toutes ces présentations qui nous ont été faites démontrent vraiment le fait donc d'aller en diversifiant, n'est-ce pas, les approches, mais également les outils pour aller vers une gestion très efficace des risques. Mesdames et messieurs, merci en tout cas pour votre présentation. Je pense que, monsieur le ministre, avec votre permission, monsieur le DG de l'ANSSI, mesdames et messieurs, nous allons passer peut-être à la série d'échanges où, voilà, 10 minutes. Ok. Donc, oui, monsieur le coordinateur. Ok, donc je pense que s'il n'y a pas de... Voilà. Ok. Donc, qui ne dit rien consent. Merci beaucoup. Merci les panélistes. Je demande de les applaudir, s'il vous plaît, une seconde fois. Merci bien. Merci.